Il y a des dates qui ne font pas de bruit. Pas de discours, pas de foule, pas de caméra en direct. Juste un vote, quelque part, dans une salle climatisée à New York, et le monde bascule un peu, sans que presque personne ne s'en rende compte. Le 30 et 31 octobre 2025, c'est exactement ça. Le Conseil de sécurité des Nations unies adopte la résolution 2797, et ce qui aurait dû être une formalité annuelle devient un tournant historique. Sur le papier, rien d'extraordinaire. On reconduit le mandat de la MINURSO, la mission onusienne présente au Sahara occidental depuis 1991, routine, bureaucratie, case cochée. Sauf qu'en lisant le texte de près, quelque chose cloche. Un mot a disparu. Un mot qui était là depuis 30 ans. Le mot référendum. 30 ans qu'il figurait dans chaque résolution de reconduction. 30 ans qu'il représentait au moins symboliquement la promesse faite au peuple sahraoui. Et là, en 2025, il s'évapore. À sa place, une phrase qui va désormais faire jurisprudence, une véritable autonomie sous souveraineté marocaine pourrait représenter la solution la plus réalisable. Le vote 11 pour 0 contre. 3 abstentions, Russie, Chine, Pakistan, et l'Algérie, membre non permanent cette année-là, a refusé de participer. Encore une fois. Mohamed VI n'a pas attendu longtemps pour le dire. Il y a un avant et un après 30 et 31 octobre 2025. Et franchement, sur le strict plan du rapport de force, il a raison. Mais voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Te donner le tableau complet. Pas la version que les médias mainstream ont servi. Pas la narrative victoire-défaite qu'on t'a mâché. Le vrai tableau, avec ses paradoxes, ses failles juridiques, ses résistances invisibles. Et surtout, la question que personne ne pose vraiment. Un référendum promis en 1992, toujours pas organisé en 2026. Qu'est-ce que ça dit du droit international qu'on prétend défendre? Pour saisir ce qui se passe aujourd'hui, il faut rembobiner. Il faut mesurer l'étendue réelle du basculement diplomatique qui s'est produit en l'espace de 2 ans. Et pour ça, il faut revenir à Paris. Juillet 2024. Emmanuel Macron envoie une lettre officielle au roi Mohamed VI. Le contenu est sans ambiguïté. Le présent et le futur du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Point. La France, membre permanent du Conseil de sécurité, celle qui pendant des décennies avait soigneusement entretenu une posture de neutralité sur ce dossier, vient de changer de camp. Officiellement. Par écrit. Alors maintenant la vraie question, pourquoi ? Parce que ce genre de rupture diplomatique, ça ne se produit pas par conviction soudaine. Ça se produit parce qu'il y a des intérêts. Et dans ce cas précis, ils sont documentés. 3 causes, 3 réalités. La première, c'est l'argent. 44 milliards d'euros de contrats gelés. Le TGV Rabat-Agadir à 18 milliards. Alstom à 12 milliards. Les centrales solaires à 8 milliards. Les télécommunications à 6 milliards. Depuis 2021, le Maroc avait fermé le robinet, tous les appels d'offres publics aux entreprises françaises suspendus. La reconnaissance de la souveraineté marocaine, c'était littéralement le prix d'entrée pour réouvrir ce marché. La deuxième, c'est le lobby. Paris abrite l'un des réseaux pro-marocains les plus efficaces d'Europe. D'anciens parlementaires, d'anciens hauts fonctionnaires, reconvertis en consultants pour des intérêts marocains. Leur influence dans la décision de juillet 2024 ne relève pas de la théorie du complot. Elle a été documentée. La troisième, c'est Washington. Les États-Unis ont fait pression pour que la France rejoigne l'axe atlantique pro-marocain. Dans un contexte de repositionnement géopolitique global, avec une Algérie qui s'ancre de plus en plus
dans les partenariats alternatifs, BRICS, Russie, Chine, l'alignement de Paris n'était pas une option. C'était une attente. Paris a ouvert la brèche. Et derrière, Paris, l'effet domino s'est enclenché. L'Allemagne, avec une formulation volontairement ambiguë, mais le signal était là. Puis les Pays-Bas, le Portugal, la Belgique. En 2025, l'Espagne confirme officiellement la position qu'elle avait déjà prise en 2022. La Suisse suit. Le Royaume-Uni aussi. Et puis arrive le moment le plus symbolique de toute cette séquence. Le 29 janvier 2026, à Bruxelles, lors de la 15e session du Conseil d'association UE-Maroc, les 27 États membres de l'Union européenne adoptent une position commune. Kaja Kallas, chef de la diplomatie européenne, signe un communiqué conjoint avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Le texte est clair. Les négociations doivent se baser sur le plan d'autonomie marocain. Et pour que le message soit encore plus limpide, Kallas le réaffirme elle-même depuis Rabat, le 16 avril 2026. L'Union européenne n'a pas juste glissé dans cette direction. Elle a bougé collectivement, officiellement. Les 27. Alors faisons le point, parce que les chiffres racontent quelque chose que les discours n'osent pas dire directement. D'un côté, les États-Unis reconnaissent la souveraineté marocaine depuis décembre 2020, confirmée par Trump en janvier 2025. La France a suivi en juillet 2024. L'UE s'est alignée en janvier 2026. Au total, environ 39 pays reconnaissent aujourd'hui une forme de souveraineté marocaine sur le territoire. De l'autre côté, 64 pays reconnaissent encore officiellement la République arabe sahraoui démocratique, la RASD, et l'Union africaine la maintient comme État membre à part entière. 39 contre 64. Le bloc occidental s'est déplacé. Mais le Sud global, lui, n'a pas suivi. Mais voilà ce que personne ne dit quand on te présente cette séquence de reconnaissance diplomatique comme une victoire totale et définitive. Les gouvernements ont capitulé. Les tribunaux, eux non. La Cour de justice de l'Union européenne a rendu 10 arrêts depuis 2016. 10. Chacun d'entre eux affirme la même chose. Le Sahara occidental est un territoire séparé et distinct du Maroc. Et chacun établit qu'aucun accord commercial entre l'UE et le Maroc ne peut légalement s'appliquer à ce territoire sans le consentement exprès de son peuple. Ce n'est pas une opinion militante, c'est la jurisprudence de la plus haute juridiction européenne. Et en octobre 2024, la CJUE est passée à l'acte. Elle a invalidé définitivement 2 accords. L'accord agricole et l'accord de pêche entre l'UE et le Maroc, pour exactement cette raison. Résultat concret, Bruxelles doit aujourd'hui renégocier l'ensemble de ses accords avec Rabat sur des bases qui excluent le Sahara occidental. Alors, quand la position commune de janvier 2026 est signée, sans mentionner une seule fois ces 10 arrêts, pas une ligne, pas une référence, c'est un choix politique délibéré. Mais ignorer une cour ne l'invalide pas. La jurisprudence existe, qu'on la cite ou non. Et le double standard, lui, devient de plus en plus difficile à défendre. Soutenir le droit international en Ukraine avec des discours enflammés, cautionner silencieusement une occupation en Afrique, Western Sahara Resource Watch l'a formulé clairement dans un rapport de février 2026. Ce niveau d'incohérence n'est plus défendable. Et puis à Madrid, les 8 et 9 février 2026, l'ambassade américaine dans la capitale espagnole. Et là, quelque chose se produit que personne n'avait vraiment anticipé,
ou du moins que personne n'avait encore réussi à forcer depuis des années. 4 délégations autour d'une même table. Le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie, le Front Polisario, sous pilotage direct de Washington, en présence de Staffan de Mistura, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU. Prenons un instant pour mesurer ce que ça représente. L'Algérie et le Maroc dans la même salle sur ce dossier précis. C'est la première fois depuis des années. Pas une réunion informelle en coulisses. Pas un échange de communiqués à distance. Une table, 4 délégations, un médiateur, onusien et Washington qui surveille. Le format, c'est celui qu'impose la résolution 2740. Ce n'est pas une improvisation diplomatique, c'est une architecture construite, voulue et pour la première fois, effectivement, mise en œuvre. La négociation à Madrid se base sur le plan d'autonomie marocain. C'est le cadre. Et l'Algérie y participe officiellement en tant que pays voisin et observateur, selon la formulation choisie par le ministre Attaf. Prudente, cette formulation, calculée, mais elle y participe quand même, et ça, c'est un signal. Parce que participer à une négociation cadrée par le plan adverse, même sous une étiquette d'observateur, c'est reconnaître implicitement que le rapport de force a changé. Maintenant, sortons des salles de réunion, parce que pendant que les diplomates négocient, il y a une réalité sur le terrain. Et cette réalité, il faut la regarder en face. Environ 80% du territoire du Sahara occidental est sous contrôle marocain. La totalité des villes importantes, Laayoune, Dakhla, Smara, Boujdour. Quelques 600 000 habitants y vivent, dont environ 240 000 Sahraouis. Les 20% restants, une bande au sud-est, faible densité, sous contrôle du Polisario. Et puis, il y a Tindouf. 5 camps de réfugiés dans le sud algérien. Environ 150 000 Sahraouis. Une population dont les 3/4 sont nés dans ces camps. La 4e génération qui grandit là, dans l'attente d'un vote qui ne vient pas. Le HCR gère l'aide alimentaire avec un budget annuel de 45 millions de dollars, cofinancé à 40% par l'Algérie. Et depuis novembre 2020, le cessez-le-feu de 29 ans a volé en éclats. Le Polisario a repris la lutte armée. Environ 80 opérations par an contre les positions marocaines du mur. En 2025, selon ses propres sources relayées par des médias spécialisés, les pertes marocaines, officiellement reconnues par Rabat, 0. Les pertes documentées par des sources indépendantes et des organisations de droits humains, entre 250 et 400 soldats tués depuis la reprise des hostilités. Ces chiffres sont contestés par les deux camps, mais ils sont suffisamment cités, suffisamment documentés pour qu'une chose soit certaine. Le coût humain, lui, est bien réel. Alors posons la question que tout le monde esquive. Celle que les diplomates ne formulent pas en conférence de presse, que les éditorialistes habillent de précautions rhétoriques. La voilà directement. Est-ce que le référendum est définitivement enterré ? La réponse honnête, en juin 2026, c'est celle-ci. Pas juridiquement. Mais politiquement, la pression pour le faire disparaître n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. Regardons les faits. La résolution 2797 ne mentionne plus le référendum comme objectif central. Elle qualifie l'autonomie de solution la plus réalisable. Staffan de Mistura, l'envoyé de l'ONU, a demandé au Maroc de produire un plan d'autonomie approfondi et actualisé, ce qui signifie qu'il travaille dans ce cadre-là, pas dans celui du référendum d'autodétermination. L'architecture onusienne elle-même s'est déplacée. Sauf que, et c'est là où ça devient intéressant, juridiquement, la MINURSO s'appelle toujours la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. Ce nom est encore dans les textes,
personne ne l'a effacé. Et Human Rights Watch, dans un rapport publié le 25 mars 2026, documente précisément en quoi le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui est menacé, et en quoi son abandon constituerait une violation du droit international fondamental. Ce qui se joue en ce moment, c'est un bras de fer entre deux logiques, qui ne se réconcilient pas facilement. D'un côté, la logique de la realpolitik, le rapport de force, l'alignement des grandes puissances, la solution de facto qu'on installe progressivement sur le terrain diplomatique. De l'autre, la logique du droit, lente, coûteuse, souvent impuissante à court terme, mais dont l'histoire, si on la lit honnêtement, montre qu'elle finit toujours par produire des effets. Toujours. Revenons à 1975. La Cour internationale de justice avait été claire. Le Maroc n'avait aucun lien de souveraineté sur ce territoire. Aucun. Ce droit-là n'a pas été abrogé. Il n'a pas été révisé. Il est toujours là, intact, dans les archives du droit international. Et une résolution du Conseil de sécurité adoptée en 2025 ne peut pas l'effacer. Juridiquement, ce n'est pas possible. Dans ce contexte, la position de l'Algérie est à la fois difficile et déterminée, les deux en même temps. Et il faut comprendre pourquoi. Difficile, d'abord. L'isolement diplomatique s'est approfondi. La résolution 2797 cite explicitement l'Algérie comme partie prenante aux négociations, ce qui balaie officiellement la fiction qu'Alger avait longtemps entretenue, celle d'un rôle de simple observateur neutre. Cette fiction-là est morte, dans le texte même de la résolution. Et par-dessus ça, le mandat algérien au Conseil de sécurité a pris fin le 31 décembre 2025. Alger ne siège plus. La réunion stratégique d'avril 2026, où de Mistura a briefé les membres du Conseil sur l'avancement des pourparlers, s'est tenue sans représentant algérien permanent. Absent de la salle au moment où les cartes se redistribuent, déterminé ensuite. Parce que la doctrine algérienne, elle n'a pas bougé d'1 millimètre. Ahmed Attaf l'a réaffirmé lors de la Journée de l'Afrique, le 24 mai 2026. L'Algérie soutient les résolutions du Conseil de sécurité, y compris la 2797, mais maintient que le référendum d'autodétermination reste la seule voie conforme au droit international. Elle participe aux négociations de Madrid. Elle copilote avec l'Afrique du Sud une stratégie africaine commune, formalisée dans un accord signé en janvier 2025. Elle finance le Polisario, discrètement, mais réellement. Et elle cofinance les camps de Tindouf à hauteur de 40%. Parce que ces 150 000 personnes n'ont nulle part ailleurs où aller. Pas tant que ce dossier n'est pas réglé. La vraie question, celle qui va dominer les prochains mois, c'est celle des négociations de fond. Et là, il faut être précis, parce que la divergence entre les deux camps n'est pas une question de nuance, elle est fondamentale. Le Maroc propose une autonomie sous souveraineté marocaine. Point final. Le Polisario et l'Algérie exigent que tout processus d'autonomie soit suivi dans un délai déterminé d'un référendum sur le statut final, ce que Rabat refuse catégoriquement. Et quand Rabat parle d'un référendum envisageable, ce n'est pas le même référendum. Il porterait uniquement sur l'acceptation ou le rejet du plan d'autonomie. Et il concernerait tous les Marocains, pas seulement les Sahraouis, pas seulement les habitants du territoire. Vous voyez la différence. Ce n'est pas une querelle sémantique, c'est deux visions irréconciliables de ce que signifie l'autodétermination. Et cette divergence-là, aucun vote au Conseil de sécurité ne peut la résoudre. Elle ne se règle que par une négociation politique, celle que Washington tente de faciliter depuis Madrid, mais dont personne aujourd'hui ne peut dire avec certitude
si elle peut aboutir à quelque chose de durable. Et dans ce contexte, ce que l'Algérie ne peut absolument pas se permettre, c'est de laisser ce dossier mourir de son propre poids diplomatique. 50 ans de soutien à la cause sahraoui, des milliards de dollars investis dans les camps de Tindouf, une identité régionale construite en partie sur le refus de l'occupation. On ne solde pas 50 ans d'engagement par un alignement silencieux sur la position adverse. Ce serait une capitulation que l'opinion algérienne ne pardonnerait pas. Et soyons directs, ce serait aussi une trahison du droit international tel que l'Algérie elle-même l'a défini, porté, incarné depuis son indépendance. Ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qu'Alger porte comme bannière depuis 1962. Il n'est pas mort. La Cour de justice de l'Union européenne a dit que le Sahara occidental est un territoire distinct. 10 fois. Pas une, pas deux. 10 arrêts. L'avis consultatif de la CIJ de 1975 est toujours là, intact, dans les archives du droit international. Personne ne l'a effacé. La MINURSO existe toujours, et 150 000 personnes vivent encore dans des camps au Sahara algérien, dans l'attente d'un vote que le monde leur a promis et qu'il ne leur a toujours pas donné. Alors voilà ce qu'il faut retenir avant de fermer cette vidéo. Ce dossier n'est pas clos. Ce dossier est sous pression maximale. Et entre ces deux formulations, il y a une différence qui change tout. Un dossier clos, c'est terminé, c'est archivé, c'est enterré. Un dossier sous pression maximale, c'est vivant, c'est tendu, c'est instable. Et ça peut basculer dans un sens comme dans l'autre. Si tu penses que la cause sahraoui est perdue, partage cette vidéo avec quelqu'un qui le pense aussi. Parce que tant que le droit international existe, rien n'est définitivement perdu. Et tant que l'Algérie tient cette position que personne d'autre dans la région ne tient encore, elle porte quelque chose de rare. Quelque chose que les rapports de force tentent d'écraser, mais que le droit, lui, refuse toujours d'abandonner.